donc mon père faisait une conférence dans laquelle il disait des phrases très intrigantes. Et une des phrases qu'il avait dit, je ne sais plus quel était tout le contenu de la conférence, il avait dit « Allez savoir si en sortant de cette conférence, nous n'allons pas apprendre que le monde a changé. » Et quand il a fini sa conférence, quelqu'un est venu nous annoncer, malheureusement, que le Premier ministre Yitzhak Rabin venait de se faire assassiner. C'était très très émouvant, enfin très perturbant comme situation. Donc ce soir, le monde ne va pas changer. Ok, on a prévu autre chose, mon ami David et moi. C'est que le monde va rester le même, mais c'est vous qui allez changer. C'est bon? Voilà le projet de la soirée. Ah, des fois, vous êtes contents alors. Très bien. Alors d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à mon ami David, puisque ce soir, je joue à domicile. Je n'ai pas besoin de vous le présenter, puisque je pense que tout le monde le connaît. C'est d'ailleurs pour lui que vous êtes venu ce soir. Et en fait, ce que je voudrais dire en préambule, c'est que je n'ai pas pour habitude de faire des conférences dans lesquelles j'invite à comparer l'enseignement de la Torah avec une autre approche des choses. Mais on le fait donc pour la deuxième fois, si on compte pas ça d'hier soir, puisque c'était juste l'entraînement. On le fait pour la deuxième fois, c'est-à-dire qu'on propose un sujet avec deux perceptions. Ce que j'ai toujours apprécié chez David, depuis que je le connais, ça fait quelques années maintenant, c'est que malgré son savoir et son intelligence, depuis qu'il a découvert la Torah, il m'a fait comprendre que c'était devenu sa référence. On avait même imaginé le débat sous une certaine forme que David a refusé, de peur que l'on puisse imaginer que l'on mettait justement en confrontation la Torah et les neurosciences. Donc je voudrais l'en féliciter, l'en remercier, et donc rappeler que c'est pour cette raison que j'ai tellement de plaisir, David, à échanger avec toi ce soir, et d'ailleurs ou d'autres fois, quand on est seul, ou quand on est un petit peu accompagné. Merci. Et j'espère donc que vous allez profiter de cette soirée, de cet enseignement. Avant de commencer le début de notre cours, et avant que David me serve de l'eau, je voudrais lui donner la parole. Je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux. Alors c'est vrai que quand on est à Tel Aviv, je suis un petit peu dans mon jardin maintenant. En tout cas, j'ai décidé que Tel Aviv était mon jardin. Mais c'est bien aussi d'étendre son jardin, son territoire. Et je suis très honoré d'être à Jérusalem. Je suis très honoré parce que d'abord, je sais que parmi les personnes qui me suivent sur YouTube, il y a énormément de personnes qui sont ici. Et puis j'y ai des amis, il y a Jerry, il y a toutes les personnes qui sont ici. Donc ça fait plaisir d'être là. C'est un honneur et un privilège. Et c'est aussi important que je revienne sur le terme qu'a appréhendé Yaakov il y a quelques instants. N'oublions pas que dans comparer, il y a paré et il y a con. C'est OM. C'est OM. Et il y a toujours une logique dans la comparaison, d'une logique de confrontation, à soi ou à l'autre. Or, l'objectif de ce soir, ce n'est pas du tout la comparaison, c'est que Yaakov puisse vous faire un apport thoraïque et que j'essaie, au mieux, d'expliquer comment ça se passe derrière, au niveau psychologique, neurologique, biologique, tout ce qui est hic, ok, et vous permettre justement d'avoir un accès qui est un accès différent. Parfois, je discute avec des personnes, je parle de Torah, de si peu que j'en connaisse, parce que franchement, je n'ai pas l'humilité de dire que je suis un grand étudiant, ou que même que je connais la Torah, je n'y connais rien, je découvre. Mais chaque fois que je découvre, je me découvre, et ça c'est aussi important, de savoir que cette matière qui est une matière infinie, est une matière qui est puissante, et bien plus puissante encore que les neurosciences. Et je vais vous donner un exemple. Il y a de ça quelques années, j'étais à New York, et j'étais parti interviewer un monsieur qui s'appelle Perlmutter,
qui est la référence mondiale du système entérique, les intestins. Et je discute avec lui, il me dit, mais tu sais, si tu es juif, il faut que je te présente mes 2 amis qui sont neurochirurgiens, juifs aussi, et si tu veux, Shabbat, tu viens. Donc j'ai été très honoré de faire Shabbat avec ces messieurs. Et je veux juste que vous sachiez, c'est que les 3 personnes qui étaient là, les 3 avaient fait Harvard, et il y en avait un qui était permuteur, qui avait fait Harvard, Stanford et le MIT. C'est-à-dire que j'avais des cerveaux en face de moi, peut-être les plus brillants de cette planète. Et les 2 chirurgiens m'ont dit, tu sais, à part ceux qui étudient la Torah à Jérusalem. Et ces 2 neurochirurgiens me disent, tu sais, on parle de Torah, puis on parle à un moment donné d'un monsieur qui est un kabbaliste. Et ils me disent, il faut que tu saches quand même que nous, quand il y a des moments où on ne sait pas quoi faire, on va voir cet homme avec les radios, et cet homme va rester 2 heures sur le sujet, et ensuite va nous dire exactement ce qu'on doit faire. Cet homme est juste un kabbaliste. Et j'ai dit, je veux le rencontrer. Je l'ai rencontré, cet homme, 2 jours plus tard. Un homme très particulier, parce que peut-être limite, j'allais dire, une dimension autiste. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'arrivais pas à communiquer avec lui. Il était dans son monde. C'était un monsieur qui étudiait plus de 12 heures par jour. Il nous a quittés moins d'1 an après. Et en tout cas, quand je l'ai rencontré, je lui ai posé 2-3 questions. J'ai compris à quel point ce que nous, on était en tant que neuroscientifiques, était absolument rien. Et cet homme est une des personnes qui est à la base du fait que j'ai fait Tchouva plus tard. Parce que je me suis dit, si les plus grands cerveaux du monde sont mis en échec à travers leurs connaissances et qu'un monsieur dans un livre arrive à donner une grille de lecture impossible pour ces gens-là, c'est que là-dedans, il y a quelque chose de profondément divin. Et à ce moment-là, j'ai entamé toute une vraie démarche de retour. Donc, je veux juste vous dire que tout ce que j'ai appris en neurosciences ou même en mécanique quantique n'a jamais, écoutez-moi bien, jamais infirmé ce que j'apprends en Torah. Jamais. C'est tout le contraire. Mais par contre, on vit dans une société dans laquelle parfois on a besoin d'explications. Parfois, le simple fait qu'on nous explique la chose n'est pas toujours suffisant parce qu'on a envie, on a besoin parfois d'avoir des modèles explicatifs. Et je trouve que un des modèles explicatifs, la psychologie, les neurosciences, ça peut être intéressant parfois pour vous donner des clés sur comment un principe puissant peut être mis en place quotidiennement. Voilà, c'était mon intro, je suis très heureux d'être là. Vous avez donc sûrement lu l'affiche et constaté que le sujet qu'on va vous proposer ce soir est un sujet qui, en fait, quand on y réfléchit de façon objective, est un sujet qui paraît complètement intraitable. Ce sujet, donc, c'est le bonheur. Vous savez ce que c'est le bonheur? Non, je vais poser la question différemment. Est-ce que vous y croyez au bonheur? Vous n'êtes pas obligé de me répondre, ce n'est pas le but. Mon but, c'est de vous amener à vous poser la question, est-ce qu'on croit dans la vie au bonheur? Admettons que le bonheur soit une quête, une recherche. Dans la vie, on ne peut chercher que quand on espère trouver. La Gemara dans Chagiga dit « Yagata ou matzata ta'amin ». Si tu as cherché et que tu as trouvé, on te croit. En français, on dirait plus facilement « qui cherche, trouve ». Pourquoi la Gemara n'a pas dit « qui cherche, trouve » ? Parce qu'elle a voulu nous enseigner qu'il n'y a que celui qui cherche qui trouve. Ce qui veut dire que trouver sans chercher n'existe pas, chercher sans trouver n'existe pas non plus. Par contre, au bout de toute recherche, il y a une trouvaille. L'ennui, mes chers amis, c'est qu'on ne trouve pas forcément ce que l'on cherche. Donc on voit que ce qui compte,
ce n'est pas l'aboutissement de la démarche, c'est la dynamique de la démarche. Je vais chercher, je vais donc trouver, je suis donc déjà dans le vrai. Alors pour essayer de canaliser un peu cette recherche, ces recherches, qui vont être les nôtres, dans le meilleur des cas au quotidien, sinon de temps en temps, je voudrais vous donner quelques indications puisées dans l'enseignement de nos Chachamim. À l'origine de ma réflexion, il y a une Mishnah que vous connaissez peut-être, elle est très connue. C'est la 21e Mishnah du 4e Pérek de Pirkei Avot. La Mishnah dit là-bas, Rabbi Eliezer Akafar. Il y avait donc un maître qui s'appelait Rabbi Eliezer. Ce n'est pas le Rabbi Eliezer qu'on connaît. Il disait la chose suivante. Akina, Ata'ava, Vea Kavod, Motzi'in, et Adam Minaolam. Il y a trois choses, disent Rabbi Eliezer, qui font, littéralement, je traduis, qui font sortir l'homme du monde. Quelles sont ces trois choses? La jalousie, oui, pardon. Kina, la tava, l'envie, et le kavod, la recherche des honneurs. Quel est l'aboutissement de la recherche de ces trois choses, ou plutôt quand on se laisse aller à ces trois choses? Et la Mishnah dit « Motzi'in et Adam minaolam ». Voilà donc une formulation qui est intéressante. Ces trois choses font sortir l'homme du monde. La Mishnah aurait pu dire que ces trois choses détruisent l'individu. Elle aurait pu dire qu'elles sont néfastes. Elle aurait pu dire, c'est l'histoire de la paracha de cette semaine, qu'elles sont mortelles. Korach va être englouti par la terre à cause de ces trois paramètres. Mais la Mishnah donne une autre définition. Elle nous dit « Motzi'in », ils font sortir l'homme du monde. Force est de constater que le monde, mes chers amis, est un système. Et que l'homme est invité, dans le courant de sa vie, à intégrer ce système qui s'appelle Olam, le monde. Et qu'autour de vous, si vous observez bien les gens qui vous entourent, vous verrez qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont dans le monde et ceux qui sont à l'extérieur du monde. Ça veut dire quoi? Le monde, mes chers amis, m'explique les Chachamim, c'est notamment l'approche du Rav Dessler. Le monde est un système idéal. Être dans le monde, ça veut dire aller à la rencontre du bonheur. La vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que le monde? Qui peut affirmer qu'il est à l'intérieur de ce système qui s'appelle Olam? Et je vais vous donner un exemple. L'exemple, c'est le choc des cultures entre ce qu'on va, de façon très schématique, définir comme la culture de la Torah, la culture juive, et la culture profane, tout ce qui n'est pas Torah. Et regardez comme le monde s'efforce de nous rappeler, sans se lasser, tous les jours, à chaque instant, qu'Israël a tort, qu'Israël est un peuple qui n'est pas normal. Regardez comme ils essayent de redéfinir constamment les valeurs, la morale, le sens de la vie et même le bonheur. Et quand ils nous montrent du doigt, nous, ce peuple qui avons fait confiance à Moshe, à sa Torah, ce peuple qui s'arrête le jour du Shabbat, ce peuple qui a toutes sortes de règles extrêmement rigides,
En filigrane, ce qu'il nous dit sans arrêt, c'est quoi? C'est qu'on est complètement décalé. C'est qu'on est en dehors du système. Et nous, qu'est-ce qu'on leur répond? Si jamais on a le temps. Si on a le temps de leur répondre, qu'est-ce qu'on leur dira? On leur dira, mais vous n'avez pas compris. Le système, c'est celui dans lequel nous, on s'efforce d'être. Il y a quelques mois, ça fait bientôt un an, j'ai déjà raconté cette histoire dans un cours. J'étais dans les Alpes, et puis on était avec un très grand rave, dont malheureusement l'épouse a eu un problème de santé un vendredi. On a appelé un médecin, il était très inquiet. Il nous a conseillé d'appeler le SAMU. Et le SAMU a décidé qu'il fallait que cette femme soit tout de suite traitée de façon massive. Et pour ça, il fallait la transporter à l'hôpital. De là où nous étions, l'hôpital le plus proche était à une demi-heure de route en voiture. Et donc, on avait une angoisse que vous imaginez très bien, c'est qu'est-ce qui va se passer? Shabbat. On explique notre problème aux urgentistes du SAMU qui nous disent, écoutez, on va tout faire pour que toutes les analyses soient faites le plus vite possible, comme ça, si jamais elle peut être libérée, elle le sera au moins une demi-heure avant votre Shabbat. Bref, on leur explique pour que vous puissiez revenir. Et puis, c'est ce qui s'est passé. On arrive à Bourg-Saint-Maurice, dans le centre médical, et voilà qu'aux urgences, il y avait beaucoup de monde. On a grillé toute la queue, je ne sais pas comment ça s'est fait. Cette dame, cette rabbinite a été prise en charge, et on a été libérés, mais alors exactement une demi-heure avant l'entrée du Shabbat. Mais l'entrée du Shabbat, genre au max, quoi, vous voyez. Et puis donc, au moment où on sort, je vais donc à l'accueil pour payer, et la dame me fait une réflexion. Elle me dit, franchement, je ne sais pas pourquoi vous êtes passé devant tout le monde, mais les gens attendent là depuis des heures, et puis, bref, évidemment, je comprends qu'elle n'était pas contente. Ne voulant pas laisser une mauvaise impression, et surtout risquer un chiyuv Hashem, j'essaie de lui expliquer. Je dis, vous savez, madame, notre religion nous interdit de prendre la voiture le jour du Shabbat, qui commence dans tant de minutes. Nous logeons dans tel endroit, et c'est pour ça qu'on a demandé à être reçus précipitamment pour pouvoir rentrer chez nous avant Shabbat. Entre parenthèses, je lui dis, parce que sinon, il aurait fallu qu'on passe ici à l'accueil, dans la salle d'attente, le Shabbat, vous voyez tous, elle dit, ouh, surtout pas, hein. Bref. Mais elle a eu un mot qui m'a déplu, elle me dit, elle est vraiment dure, votre religion, hein. Elle est bien pire que la nôtre, bien pire que la nôtre. C'est pas que son avis m'importe tellement, mais j'avais envie de donner une image positive. Je lui ai dit, écoutez, madame, vous savez, c'est une question de point de vue. Selon la Torah, lorsqu'arrive le Shabbat, on se déconnecte. Il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de télévision, il n'y a plus de téléphone. Et on se retrouve en famille. C'est une règle, mais en même temps, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, cette dame a complètement changé d'attitude. Elle me dit, quoi? 24 heures par semaine sans téléphone? Mais elle est extraordinaire, votre religion. Je vous assure que je ne rajoute rien. Cette dame a avoué, sans le savoir, que le système du Olam, c'était le système de la Torah. Et cette même Torah vient et nous dit, vous savez, il y a des paramètres qui empêchent l'homme de s'intégrer, de pénétrer dans ce système qui s'appelle Olam. Quels sont ces paramètres? Kina, dans le désordre, la jalousie, l'envie et le kavod. Eh bien, mesdames et messieurs, ce que nous allons essayer d'expliquer tout à l'heure, c'est que ces trois choses-là, sont les barrières que l'homme rencontre dans sa vie et dans son fonctionnement, qui vont l'empêcher d'accéder à ce qui s'appelle le bonheur. Je ne peux pas être jaloux et heureux. Je ne peux pas avoir des envies à assouvir et être heureux. Envie dans le sens de tava, on va expliquer. Je ne peux pas être à la recherche de kavod et être quelqu'un d'heureux, parce que le kavod, on n'en a jamais assez. Donc en fait, ce qu'on va essayer de définir ensemble,
c'est que le bonheur, selon la Torah, c'est de rentrer dans un système. Vous savez, tout le monde, dans la vie, a des épreuves. Des petites, des grandes, des moyennes. En général, chacun a l'impression que les siennes sont les plus grandes. Peut-être que c'est vrai. Mais ce n'est pas les épreuves qui empêchent l'homme d'accéder au bonheur. La preuve, c'est qu'il y a des hommes qui vivent des épreuves et qui sont heureux. Et la meilleure preuve, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas d'épreuves et qui ne sont pas heureux. Alors, il y a des situations dans lesquelles on peut être très triste et être heureux à la fois. Imaginez un homme, il perd quelqu'un qui est très cher, son père par exemple. Il est triste, mais il est en même temps tellement heureux d'avoir eu ce père-là, d'être le fils de ce père, de tout ce que son père lui a appris, enseigné, montré comme exemple. Il n'est pas malheureux, et pourtant il est triste. Alors, ça veut dire qu'en fait, ce sont deux logiques qui sont complètement parallèles. Et donc, ce que je voulais dans ce premier temps, c'est vous expliquer que ce qu'il faut savoir d'abord, c'est évacuer tout ce qui nous empêche d'accéder au bonheur. Ce qui m'empêche d'accéder au bonheur, c'est ce qui m'empêche tout simplement de faire partie véritablement du monde. Parce que le monde est un système idéal, et je vais vous le prouver tout à l'heure, et que la personne qui arrive à intégrer cette dimension pourra, au terme, il est vrai, d'une recherche, accéder à cette dimension que je vous souhaite à tous, qui s'appelle le bonheur. Voilà. D'abord, parce que je vais vous dire une chose, je suis très heureux d'être là, et je vais vous faire un aveu. Dans la vie, je suis un homme heureux. Et quand on m'interroge, 5 sur moi, quand on m'interroge, je trouve que ce que je vis est un vrai bonheur. Les choix que j'ai faits, de mon épouse par exemple, un vrai bonheur. Le choix de venir vivre ici, un vrai bonheur, encore plus quand je vois ce qui se passe en France. Encore plus un bonheur. Donc, on reviendra tout à l'heure avec Jacob sur la logique de choix et de prise de décision, mais au cœur même de tout notre système du bonheur, il y a le choix. J'ai 9 ans et je vais être touché par 2 choses, une hépatite virale et 2, la jaunisse. À l'époque, on me dit que c'est très important. Je ne le vois pas comme quelque chose d'important pour moi. Et il va se passer un événement important, c'est que ça va arriver juste avant les sports d'hiver. À l'époque, on avait l'habitude chaque année de partir faire du ski pendant 10 jours avec mes parents. C'était le grand bonheur de mon père et de mes autres frères. Et là, ma mère, elle dit, écoutez, vous avez qu'à y aller, moi je vais rester avec David. J'ai un oncle et une tante qui n'ont pas d'enfants, et j'ai toujours eu un feeling particulier, notamment avec mon oncle, qui est un ours mal léché. Cet homme était un fermier qui faisait partie des premières personnes à avoir monté des fermes bio en France. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne l'a jamais fait pour le bien fondé de l'humanité. Il l'a fait parce qu'il avait un tel attachement et un tel amour à la terre qu'il ne faisait que la respecter. Et j'ai donc appelé Bernard, et j'ai dit, voilà Bernard, c'est ton neveu. Je sais qu'on n'a jamais passé de temps ensemble, mais je suis malade, c'est les vacances, je passerai bien un moment chez vous. Comme ça, ma mère, elle pourrait partir au sport d'hiver. Bernard a appelé ma mère, écoute, c'est ok, tu aurais pu me le demander directement. Ma mère n'était pas au courant que j'avais fait cette démarche, naturellement. Et donc, je vais passer, grâce à Dieu, un moment très important avec eux. Et je vais prendre ma première leçon d'intelligence émotionnelle avec Bernard. Un jour où il me dit, mon fils, viens, on va planter des patates. Planter des patates, ça peut paraître complètement anodin. Et on arrive sur un terrain, et le terrain, il était désertique. Et il me dit, on va planter ce terrain parce qu'il faut qu'on en profite, il est en jachère. Et moi, je dis, c'est quoi un terrain en jachère? Il me dit, voilà, je t'explique. La communauté européenne
à imposer des quotas de fabrication, de production. Et pour que je ne produise pas, pour que les cours restent les mêmes, on me paye pour ne pas cultiver la terre. Bon, je ne comprends pas tout. Mais il me dit, le problème, c'est les chardons. Donc, on va planter des patates. Je dis, mais si tu n'as pas le droit de cultiver la terre, pourquoi tu la cultives? Parce que les patates, logiquement, les pousses se plantent tous les 2-3 cm. On va les planter tous les 15 cm pour notre production personnelle, à nous, et pour les animaux. Et pour le bienfait de la terre. Je dis, je comprends pas. Il me dit, en fait, si on ne plante pas les patates, on va avoir des chardons. Donc, si on ne fait rien, les mauvaises herbes vont s'installer et je vais devoir ou les retirer ou faire ce qu'on appelle de l'épandage massif avec du désherbant et je vais abîmer la terre. Je vais abîmer la structure même. Donc, en fait, on plante des patates parce que les patates, la racine des patates mange la racine des chardons. Donc, planter les patates nous protège d'avoir des mauvaises herbes. Et vous savez, plus tard, je vais avoir la chance de travailler avec un monsieur qui s'appelle Daniel Goleman. Et Daniel, c'est l'une des premières personnes à avoir vulgarisé l'intelligence émotionnelle dans le monde. Un psychologue brillantissime. Si on parle d'intelligence émotionnelle aujourd'hui, c'est grâce à Daniel Goleman. Et Daniel m'explique un jour que la stratégie qui consiste à retirer les mauvaises pensées ou les mauvais comportements ou les mauvaises habitudes est une stratégie qui est hyper énergétivore. Ça pompe notre énergie et du coup, en fait, on a tellement d'énergie pour retirer ça qu'on n'en a plus pour créer des bonnes choses. Alors que la recherche montre que, en se nourrissant de pensées positives, en travaillant sur soi et en cultivant quelque chose qui va être la réalisation de soi, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de place pour les pensées négatives. C'est vrai que si je suis entièrement focalisé à faire le bien auprès des personnes que j'aime, est-ce qu'il me reste du temps pour les mauvais comportements? Si je remplis ma conscience, vous savez, une conscience, c'est quoi? Il y a deux approches de la conscience. Il y a une approche très psychologique. La conscience, c'est ce qui se passe maintenant, à travers mes 5 sens. Et la conscience, c'est l'ensemble des pensées que je nourris à un moment spécifique dans un contexte donné. J'ai une conscience de mon couple, j'ai une conscience de l'éducation, j'ai une conscience physique. Est-ce que je me sens bien, pas bien, j'ai mal au dos, je suis énervé, je suis fatigué, comment je me sens? Ça s'appelle la conscience. Et cette conscience, elle va déboucher sur un mécanisme neurologique. Vous savez, aujourd'hui, on parle de psychoneurologie pour dire que la psychologie que je vais avoir, elle va avoir une influence sur la neurologie, la façon dont mes neurones vont fonctionner. Et on parle également de neurobiologie. Ces neurones, la façon dont ils vont fonctionner, pour qu'ils fonctionnent, ils vont devoir fabriquer 2 choses, une composante électrique et une composante chimique. Quand je réfléchis, je fabrique de l'électricité et je fabrique de la chimie. Ces composants chimiques, je peux les auto-fabriquer. C'est une machine parfaite, le cerveau. Il n'y a pas de chose plus évoluée, plus aboutie dans l'univers que le cerveau. Parce qu'en fait, il faut juste comprendre qu'à l'intérieur de votre boîte crânienne, il n'y a pas de pile. Et votre cerveau, il est composé à 80% d'eau, de gras et de protéines. Regardez avec ça ce qu'on a fabriqué dans le monde. Regardez avec ça toute la conscience que nous avons et qui nous permet aujourd'hui de voir, d'entendre, d'écouter. Et en fait, cette neurochimie, en fait, et l'ensemble de ce cerveau, lui, le cerveau, comprenez une chose, c'est que sa fonction, c'est pas que vous soyez heureux. La fonction primaire de votre cerveau, c'est d'assurer votre survie. Et c'est vrai que quand on remonte dans des temps plus anciens, on peut imaginer au temps du roi David, qui nous parle des lions
et du danger dans les lions, dans certains Télim, que l'environnement pouvait être hostile. Il était hostile parce qu'il était cruel. Il était hostile parce qu'il était dangereux. On pouvait se promener dans nos contrées, tomber nez à nez, ou bien avec des assaillants, ou bien avec des lions. Et en fait, on avait pour habitude d'interpréter les choses comme quelque chose qui était de l'ordre du danger. Et vous devez savoir que le cerveau humain, il fait un truc, c'est que quand il interprète quelque chose qui est de l'ordre du danger, il le range systématiquement dans la mémoire à long terme, pour être sûr que s'il réchappe à la chose, la prochaine fois, il puisse anticiper que derrière cette espèce de bosquet peut se cacher un lion dangereux qui pourrait atteindre à ma vie physique. Donc nous sommes équipés de base, non pas pour être heureux, mais pour éviter le danger. Alors les lions, ils ont disparu. Mais curieusement, ce besoin qu'on a créé et qu'on a transporté avec nous avec les millénaires, il est resté. Et c'est un besoin fondamental. Vous savez ce qui a remplacé le lion? Le regard de mon patron, qui fronce des sourcils. Ou le regard de ma femme. Mais je ne voulais pas aller aussi dramatique ou aussi dangereux que ça. Je voulais rester avec le patron. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nos mécanismes sont les mêmes. Maintenant, on est rentré dans une société dans laquelle on nous a informé que nos standards, c'était que, au-delà de tout ça, au-delà du fait qu'on pouvait aussi vivre dans un monde hostile, et je pense qu'Israël, plus que tout autre pays au monde, est entouré de personnes plutôt hostiles, on nous a dit, malgré tout ça, il existe des lignes de conduite nous permettant d'être heureux. C'est-à-dire, oui, on va assurer le fait de se protéger contre le danger, mais il existe des voies qui vont nous permettre d'être heureux. Jacob a parlé il y a quelques instants de la jalousie, de l'envie et des honneurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué que ces trois points-là ont tous un point commun. C'est qu'ils sont des critères d'interprétation d'un phénomène extérieur. Je ne peux être jaloux que si j'observe ce qu'une personne possède et que je ne possède pas. Je peux être dans l'envie que si une personne possède quelque chose que je ne possède pas. Même pour les honneurs, ça viendra de l'extérieur. Vous avez remarqué qu'en fait, on est en train de citer des choses qui nous viennent de l'extérieur vers l'intérieur. Maintenant, Jung disait quelque chose de très beau. Il disait, si vous n'entrez pas en profondeur à l'intérieur, vous irez tous en manque vers l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas au clair avec qui tu es, avec tes valeurs, avec ce que tu veux, avec tes standards de vie, si tu n'es pas au clair avec ça, à chaque fois que tu iras vers l'extérieur, tu iras en manque. Tu iras te nourrir à l'extérieur. La différence aussi entre Jung et Freud, c'était une distinction très importante. Freud était juif, et pourtant, il n'a pas répondu à 4 lettres que lui avait envoyées Jung, 4 lettres lui disant « Je t'invite vraiment à aller voir dans le Talmud et à aller voir un concept qui s'appelle le Yetzer Hara, qui explique exactement pourquoi des gens bien font des choses mal. » Et Freud n'a pas voulu y aller parce que Freud, à l'époque, travaillait sur un concept qu'on appelle la métapsychologie, parce qu'il voulait que sa psychologie soit au-dessus de celle des autres, mais qu'elle soit scientifique, pour être enseignée à l'université. Donc il n'a jamais intégré la dimension de ce que Jung appelait le soi divin. C'est un dommage, c'est dommage, parce que, curieusement, ce soi divin, quand on s'y connecte, en clair, quand tu es capable de nourrir quelque chose de puissant à l'intérieur, qui transcende qui tu es, curieusement, tu peux régler tous tes problèmes de vie. Et c'est ça qu'était en train d'expliquer Jung. D'ailleurs, vous savez, le concept, il l'a utilisé, il a appelé ça les zones d'ombre. Ce que nous, dans notre culture, on appelle le Yetzer Hara, trait pour trait, mot pour mot, c'est ce que Jung appelle les zones d'ombre, la part d'ombre. C'est la part cachée de l'ego. Okay. Les zones d'ombre, ombre, the shadow. Les zones d'ombre. Alors, je veux que vous compreniez une chose, c'est qu'à chaque fois que vous allez être dans cette fonction du manque, vers l'extérieur, curieusement, votre biochimie se dégrade. Quand on parle de bonheur, quand on parle du concept du bonheur, sachez que les neuroscientifiques vous disent
pour que le bonheur s'installe et qu'on le vive, il faut qu'il y ait une chimie particulière qui se produise dans notre cerveau. Cette chimie, on appelle ça des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est l'information chimique qui passe d'un neurone à l'autre et qui donne l'information de ce qui se passe. Il y en a un qui va dire, tu sais, là, il se passe quelque chose en termes de motivation. L'autre, il va dire, attends, tu sais, quand je te transmets cette chimie-là, ça veut dire apprentissage. L'autre, il va dire, quand je te transmets cette chimie-là, ça veut dire émotion. Et il y a 4 neurotransmetteurs qui sont à la base de la capacité à ce qu'on a de vivre le bonheur ou pas. Dopamine, sérotonine, endorphine et acétylcholine. La dopamine, c'est tout ce qui va être motivant. Chaque fois que je fais quelque chose, écoutez-moi bien parce que la nuance, elle est importante. Chaque fois que je fais quelque chose qui me nourrit de l'intérieur et qui me donne un sentiment de réalisation, je fabrique de la dopamine. D'accord ? Chaque fois que je suis motivé par quelque chose qui me touche profondément et qui me nourrit dans mes besoins essentiels, je fabrique de la dopamine. L'endorphine est un neurotransmetteur qui est lié qu'à la dimension physique, c'est-à-dire que l'endorphine est fabriquée, par exemple, quand vous avez déjà entendu parler des coureurs, des joggers, qui vont vous dire à un moment donné, je suis dans un schéma euphorique, d'accord ? Ou alors quelqu'un qui va donner beaucoup physiquement et après, il a un espace de soulagement. On a tous connu ça dans des efforts profondément intenses ou même dans des moments où on a eu un traumatisme. Derrière, il y a eu comme une espèce de libération. Ça, c'est l'endorphine. D'accord ? Et l'endorphine, elle se libère également quand j'ai focalisé mon attention sur quelque chose qui, écoutez-moi bien, me donne le sentiment que je suis quelqu'un de meilleur, que j'ai le sentiment de m'élever, que ma concentration a été maintenue sur la durée et que j'ai le sentiment de me réaliser. En clair, à chaque fois que je suis dans ces dynamiques-là, je fabrique de la dopamine et je fabrique de l'endorphine. Mais mieux encore, je vais fabriquer également de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est ce qui me permet d'être de bonne humeur. Et puis enfin, il va y avoir l'acétylcholine qu'on appelle le neurotransmetteur du bonheur. Et ce neurotransmetteur du bonheur, en fait, c'est celui que nous vivons quand on vit des moments d'intimité, ou avec soi, ou avec les autres. Je ne parle pas d'intimité obligatoirement physique, je parle de connexion. D'accord ? Je vais voir Moshe, ça me fait plaisir de le voir, je le prends dans mes bras, ocytocine. J'observe Yaakov en train de parler et me dire combien cet homme il est puissant. Et je suis content d'être là, je fabrique de l'ocytocine. D'accord ? Et ça, c'est super important. Maintenant, vous avez 2 possibilités. Ou bien vous fabriquez pour le bien, ou bien vous fabriquez pour le mal. Vous avez remarqué qu'il y a le bonheur et il y a le malheur ? Il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant. Il y a le bonheur, et si tu n'es pas dans le bonheur, tu es dans le malheur. Donc, choisis concrètement des activités. Je parlerai de ça dans quelques instants. Je te redonne la parole dans 2 secondes, parce que je peux avoir la parole facile. Mais choisissez des activités qui garantissent le fait que vous avez le sentiment d'être nourri de l'intérieur. Vous savez, il y a des personnes à la fin de cette conférence qui vont venir nous voir et qui nous diront « C'était génial ». Faites-le hein, quand même, faites-le. Si ça vous tente, faites-le. Et pourtant, il y a des moments où vous avez beau me le dire, et moi je ne suis pas dans le truc. Parce que je sais qu'à ce moment-là, ma performance personnelle, ce que j'avais décidé d'engager, le travail que j'avais fourni, peut-être il n'était pas assez. Donc tu peux me faire tous les retours du monde, tu peux me donner tous les honneurs du monde. À l'intérieur, je me sens creux. Parce que je sais à ce moment-là que je vais vivre quelque chose qui s'appelle la médiocrité. Vous savez ce que c'est que la médiocrité ? C'est quand j'ai du talent, mais que je ne l'ai pas mis au service et que je ne l'ai pas travaillé mon talent. Je sais que j'aurais pu faire mieux, mais je ne l'ai pas fait. Donc tu peux me dire, c'était génial, mais je vais avoir une espèce de vide. Combien d'artistes on a connus, fabuleux, à chaque film, ils touchaient des millions de dollars qui se suicident. Ils ont tout le cavote du monde. Il y a des millions de personnes qui vont dire, vous êtes fantastiques, on vous aime. Mais moi, je ne m'aime pas. Et moi, je ne m'aime pas. Et je peux recevoir toute une tonne de briques à l'extérieur, si je n'ai pas le morceau de caillou à l'intérieur, ça ne sert à rien.
Et le bonheur ne se nourrira jamais de l'extérieur. C'est une illusion de l'esprit. Les publicités l'ont bien compris. On vous vend du bonheur, on vous dit « achète ce produit, avec ça tu seras heureux ». Mais quand tu l'achètes, tu t'aperçois que tu n'es jamais heureux. Donc tu vas aller acheter un autre produit ou une autre marque, okay, avec un autre argument. Donc vraiment, la première condition sine qua non du bonheur, c'est quelque chose qui se fabrique, c'est quelque chose qui doit être actif, mais en aucun cas vous le trouverez à l'extérieur de vous-même. Jamais. Et c'est ça qui est intéressant. Alors moi, je voudrais rebondir sur une phrase que David a dit au début. J'avais très peur d'ailleurs qu'il me pique mon idée. David a parlé des choix. Il a parlé des choix. Alors, à l'origine des choix, dans la Torah, il y a une Gemara dans le traité de Brachot, Daf Samer Aleph Amud Bet, page 61. La Gemara dit au nom de Rava quelque chose qui, quand vous allez l'entendre, au début paraît assez surprenant. La Gemara dit la chose suivante: Ve'amar Rava, lo ivré alma, ela, li reshi'ei gmure, o les tzadike gmure. Donc, pour l'instant, je traduis avant d'expliquer. Rava a dit: le monde n'a été créé que pour le rachat gamour ou pour le tzaddik gamour. Tout le monde sait ce que c'est un rachat gamour? Oui? Non? Je vais expliquer. Vous savez ce que c'est un rachat? Oui. Eh bien, gamour, c'est parfait. C'est un parfait rachat. Donc, le monde a été créé pour le rachat parfait ou pour le tzaddik parfait. D'accord? Vous êtes dans quelle catégorie, vous? Benoni? Elle n'existe pas, celle-là. Je ne sais pas, c'est pas marqué, là. Mara de Brachot, Daf Samer Aleph, je n'ai pas trouvé Benoni. Pas trouvé Benoni. Et le problème, c'est que j'ai une grande angoisse, c'est que je me suis un peu analysé et j'ai découvert que je n'étais pas tzaddik gamour. J'ai cherché, hein. Alors je me suis dit, bon, alors, je suis peut-être rachat gamour. J'ai cherché et j'ai vu que pas gamour. C'est ce que c'est gamour? Ouais, d'accord. Pas gamour. Alors, que veut dire ce texte de la Gemara? Que veut dire ce texte de la Gemara? Le Gaon de Vilna va expliquer. Et il va dire la chose suivante. Il va dire, en fait, regardez sa conception du monde. Il va dire que dans le monde, puisque, rappelez-vous, le début de la phrase, c'est « lo ivré alma ». Le monde n'a été créé que. Vous avez vu que je parle de choses très simples, je parle du monde. Je parle du monde. Je parle de cet endroit, cet espace dans lequel vous et moi, nous vivons. On doit vivre à l'intérieur du monde. On se doit de faire partie du monde. On ne peut pas vivre en autarcie, en décalé. On ne peut pas être un homme des cavernes. Donc la Gemara, constamment, va essayer de ramener, comme je le disais tout à l'heure, l'homme à l'intérieur de ce système qui s'appelle Olam. Et donc, dans ce texte-là, la Gemara dit, attention, il n'a été créé, écoutez bien, voilà l'explication, sur le Gaon de Vilna, il n'a été créé que pour les extrêmes. D'un côté, le tzaddik gamour, de l'autre côté, le rachat gamour. Ce qui me ramène vers votre réflexion, chère madame, le Benoni existe-t-il? Ou plutôt, est-ce qu'il est pris en compte? Oui, il existe. Il existe, on est très rassurés de savoir, vous et moi, qu'on fait partie de ces Benoni, vous voyez? Genre, il n'y a rien de dramatique, mais on n'est pas parfait. Tout le monde est d'accord. Vous voyez, j'ai mis mal à l'aise personne, même pas moi. Mais pourtant, nous expliquent les Chachamim, cette approche, elle n'est pas bonne. Cette approche, elle porte un nom, écoutez bien. Un nom, je suis sûr qu'en philosophie, il a sa place. Mais en tout cas, dans la Torah, on lutte contre ce mot-là, contre ce concept, qui s'appelle la concession.
C'est ce que c'est la concession? Ouais. La concession, c'est ce qui n'est ni une extrême, ni l'autre. Imaginez, deux personnes se déchirent, elles sont en guerre, et puis elles viennent vous voir. D'après vous, quelle est la meilleure solution? La concession. Vous allez dire, bon, regarde, t'as pas complètement raison. À l'autre, vous allez dire, t'as pas complètement tort. Et puis finalement, entre les deux, on va trouver un terrain d'entente. Mais le problème, si vous me suivez, l'ennui, c'est qu'il n'y en a aucun des deux qui repartira complètement satisfait. Comment faire? Comment faire? Il n'y a pas longtemps, deux personnes, enfin une personne est venue me voir en me disant, voilà, mon frère a volé de l'argent à notre père, et donc il y a une guerre. Ok? Très bien. Je dis, bon, explique-moi un peu de quoi il s'agit, je veux bien aller parler à ton frère, mais donne-moi des éléments. Il me donne des éléments, et déjà, j'étais un peu largué, quoi, vous voyez? 1 million, 2 millions, 4 millions, 6 millions, 7 millions d'euros. Tu comprends, il a pris 7 parce qu'on a vendu tel bien, et mon père, il a fait ceci, mais en fait, il aurait dû prendre que 4, et 3, c'était pour... Bon, déjà, j'ai un peu perdu pied, quoi. Franchement, ce n'est pas des sommes que je maîtrise facilement. Et puis, je rencontre l'autre frère. Il me dit, Rav, qu'est-ce qu'il me veut, mon frère? Il veut m'accuser d'avoir volé ceci ou cela. Vous savez à combien je fonctionne, moi? Et il me sort un chiffre à 10 euros. C'est ça? 1 milliard, c'est 10 euros? Ouais. C'était plus qu'1 milliard. Il me dit, voilà quels sont mes biens personnels, déclarés, nets d'impôts. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Hein. D'accord? T'as des bons amis? Ouais. Mais je n'étais pas un ami, j'étais là pour essayer de régler un problème. Et vous savez quoi? Comment on peut régler un problème de cet ordre-là, franchement? Vous allez dire quoi? Bon, rends-lui 30 millions, toi, somme inventaire sur 100 millions. C'est vrai, je ne sais même pas comment on commence, quoi. Donc je me suis fait la réflexion suivante, c'est que quelle que soit la piste que je leur propose, je ne pourrais pas satisfaire ni l'un ni l'autre. Eh bien, le Gaon de Vilna va nous expliquer la chose suivante. C'est que ce n'est pas pour ça que le monde a été créé. Que le monde, il a été créé pour que les choses soient définies de façon absolue, catégorique. Mesdames et messieurs, je suis venu vous donner un petit conseil, vous n'êtes pas obligés de m'écouter, et moi j'y crois très fort. Il est interdit d'accepter comme solution la concession. Vous voulez que je donne des exemples? Je vais vous donner des exemples. Un couple se marie. Il se marie pourquoi, un couple? Je ne sais pas s'il y a des couples pas mariés, des gens pas mariés ici. Oui, finalement oui. Ok. Beaucoup plus que je croyais. Mais je vais vous donner un petit conseil. Je vais vous dire, voilà le programme. Il faut vous marier pour être complètement heureux. Mais complètement. Pas un gramme de concession. Vous savez quoi? Même ceux qui sont déjà mariés, ne lâchez rien. Mais c'est vrai. Zéro concession. Ah, attention, je m'explique parce que j'ai un peu peur d'être mal compris là sur ce coup. Je vous assure que ce n'est pas une plaisanterie, d'accord? Je suis même étonné que ça vous fasse rire, ok? Et que j'assume complètement ce que je dis. Pas de concession, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que pour qu'un couple reste, on va dire, marié, bon, ben, on ne va pas faire des concessions. Évidemment qu'on va faire des concessions. Mais si l'objectif de cette démarche qui s'appelle le mariage, c'est le bonheur, sur l'objectif, je fais zéro concession. Moi, vous savez, je suis comme tous les parents du monde. Quand j'ai eu le bonheur de mettre des enfants au monde, ce n'était pas pour faire des personnes médiocres. Moi, le jour où mes enfants sont nés, j'ai décidé, j'ai bien dit décidé, que c'était les plus beaux du monde, qu'un jour ils seraient les plus intelligents du monde. C'est vrai? Tu parles des tiens ou des miens? Des tiens. Ah, merci. Mais je sais que vous ne me croyez pas, parce que je sais que vous vous dites, mais non, le plus beau, le plus intelligent, c'est le mien.
Mais c'est exactement ce que j'attends de vous. J'attends de vous que quoi? Que quand vous vous lancez dans quelque chose qui est aussi important que fonder un foyer, avoir des enfants, devenir religieux, adopter la Torah, mais vous ne pouvez pas vous permettre de faire des concessions, ce n'est pas possible. Moi, je vous dis franchement, quand je choisis une maison, il m'est arrivé de déménager dans ma vie plusieurs fois, ok, je suis prêt à faire des concessions, sincèrement. Sincèrement, ça ne me dérange pas. S'il n'y a pas tellement de qui vous naît à vivre, vous savez ce qu'il y a qui vous naît à vivre? Ouais? Non? Vous connaissez rien? Des qui vous naît à vivre, ça veut dire des directions desquelles l'air vient. Vous voyez, il n'y a pas de courant d'air, quoi. Ok? Non, franchement, vous n'avez rien raté sur ce coup. Je vous dis la vérité. Je suis prêt à faire des concessions si la maison n'est pas très ensoleillée, si j'ai pas d'ascenseur, si j'ai pas de parking, parce que c'est pas essentiel. Mais quand dans ma vie quelque chose est essentiel, je dois me rappeler que le monde, dit la Gemara dans Souka, Daf Samer Aleph, pardon, dans Brachot Daf Samer Aleph, que je n'ai pas le droit, je n'ai pas ce luxe, ce privilège qui me permet de faire des concessions. Que le monde, vous savez, il a un côté ou tout blanc ou tout noir, c'est terrible. Mais en même temps, si je vous avais dit autre chose, vous savez ce que j'aurais provoqué chez vous? C'est le risque que vous vous acceptiez comme vous êtes. C'est le risque d'un couple qui vous dit, bon, c'est pas le bonheur, mais c'est toujours mieux que, c'est moins pire que. Mesdames et messieurs, je considère que ce sont des phrases qui détruisent l'individu, qui lui coupent les bras, qui lui coupent les mains, qui le privent de l'ambition, qui le privent, comme disait David, de ses propres capacités. Pas de concession. Pas de concession. Il m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des couples et de leur expliquer cette idée-là. Vous pouvez être fous amoureux l'un de l'autre. Mais il faut que ce soit un objectif. Si c'est ça le bonheur, ben je me le mets comme cible et je progresse vers cette destination. Mais à aucun moment je m'arrête. Si j'ai décidé que pour moi la Torah elle est essentielle dans ma vie, je ne peux pas me permettre de faire des concessions. Je ne veux pas d'une demi-Torah ou une Torah en demi-teinte. Je ne veux pas, comme disait ma grand-mère, aller à Shalom, un chouïa kelbi, chouïa rabbi. Vous savez ce que ça veut dire? Non, ce sont ces juifs qui disent, bon, un peu pour Dieu, un peu pour moi. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est tout pour Dieu et tout pour moi. Un couple heureux, c'est un couple dans lequel les deux conjoints disent, c'est tout pour moi et tout pour l'autre. Des enfants heureux sont des enfants dont les parents sont heureux d'être leurs parents, donc les enfants sont heureux d'être leurs enfants. Mais on prend tout ce qu'il y a à prendre. On va jusqu'au bout de la démarche. Regardez, j'ai une petite preuve, avant de rendre la parole à David. Tout le monde connaît cette phrase, dans le deuxième paragraphe du schéma. La Torah dit « Va'yaim shamoa tishmu el mitzvotai » si vous écoutez mes commandements. C'est quoi les commandements? C'est d'aimer Hachem et de le servir de tout son cœur, de toute son âme. Alors la Torah fait toutes sortes de promesses. Et la dernière promesse que fait la Torah, c'est « Ve'achalta ve'savata » et tu mangeras et tu te rassasieras. Et pourquoi la Torah précise ces deux étapes? La Torah aurait pu me dire, tu auras toujours de quoi manger. Et en fait, explique les Rachamim, l'esprit de ces deux mots, c'est que vous savez pourquoi il faut manger dans la vie? Il faut manger pour être rassasié. Ça veut dire que ce que la vie me donne, m'apporte, je dois m'en rassasier. Et j'ai trouvé une phrase incroyable, incroyable, dans le langage de nos Rachamim, et notamment qui a été elle aussi reprise par le Gaon de Vilna, qui disait la chose suivante. Le fonctionnement du monde a notamment comme condition celle que je viens de vous citer. Il faut que les hommes mangent et que les hommes se rassasient. En d'autres termes, tout ce que Dieu me donne, tout ce qu'Hachem me donne, c'est fait pour que j'en sois rassasié. Écoutez jusqu'où ça va.
Hachem me fait du bien, il faut que j'apprenne à m'en rassasier. Mais si la vie m'apporte des choses qui ne sont pas positives, des difficultés, des épreuves, ben vous savez quoi? De ça aussi, il faut apprendre à se rassasier. Il y a trop de gens qui ont eu les épreuves comme des injustices, comme des accidents de parcours, comme des événements qui sont impossibles à comprendre. Et finalement, le fait de se plaindre dans la vie, c'est l'expression de celui qui n'est pas rassasié. Mais quand quelqu'un est capable d'intégrer même une épreuve qui le fait souffrir, et cette épreuve, il l'intègre tellement, elle le remplit tellement qu'il s'en rassasie. Ça veut dire quoi, s'en rassasie? On ne se rassasie pas du mal comme on se rassasie du bien, mais on va jusqu'au bout de l'expérience. On lui donne son sens. Et tant qu'on n'est pas arrivé au bout, eh ben on ne lâche pas. Vous savez, ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé. Je ne l'ai pas seulement découvert dans les écrits du Gaon de Vilna. J'ai un père qui m'a transmis cet enseignement. Mon père, vous l'avez sans doute tous connu, il a souffert. Il a été malade. Il est allé jusqu'au bout de son expérience. Il a vécu sa maladie comme il a vécu tout le reste de sa vie. Et la preuve, c'est que tous les jours, jusqu'au dernier jour de sa vie, il n'a jamais oublié de remercier Hachem pour tout ce qu'il lui avait envoyé. Et je me rappelle encore une fois de ces discussions que nous avions avec lui, où comme les enfants normaux que nous étions, on lui dit « Mais papa, tu es sûr de tout faire pour guérir? Promets-nous que tu vas te battre. » Et vous savez ce qu'il nous répondait? « Je vais me battre. Mais tout ce que m'envoie Hachem, c'est un cadeau. » Et je peux dire de lui, je pense, qu'il a su se rassasier de ses épreuves, comme il a démontré à de nombreuses reprises dans sa vie qu'il avait su se rassasier de ce que la vie lui avait apporté comme douceur, comme succès, comme bonheur. Et que finalement, c'est ça, refuser la concession. C'est ça, refuser de subir les choses. Je vois trop de personnes autour de moi. On est tous un peu concernés par ce que je suis en train de dire, qui subissent ce qui leur arrive. On a des problèmes de parnassa, on les subit. On a des problèmes de santé, on les subit. On a des problèmes relationnels, on les subit, je refuse. Je ne subis rien. Je lutte ou j'accepte. Je m'en inspire ou alors au contraire, je combats. Je suis rachat Gamour ou je suis tzaddik Gamour. Alors je vais vous faire une confidence. Je pense pouvoir dire sans beaucoup de risque de me tromper que je ne suis ni l'un ni l'autre. Mais par contre, j'ai un projet, il est très clair. C'est d'aller jusqu'au bout de la voie que j'ai choisie. Et je suis sûr que tant que je n'aurai pas atteint cet objectif, ça voudra dire que mon parcours sur Terre, il va continuer. Alors, ce n'est pas que je suis très pressé d'être tzaddik Gamour, mais je suis convaincu que c'est la seule possibilité. Parce que dans le monde, pour encore une fois rentrer dans ce système qui s'appelle le monde, il n'y a pas de place, je n'ai pas le droit à la concession. Voilà. J'ai discuté dernièrement avec un monsieur qui s'appelle Tal Ben Sahar. C'est un homme qui nous a fait l'honneur aussi de revenir vivre en Israël. Il était champion de squash ici. Et accessoirement, il est parti aux États-Unis et il était professeur de psychologie positive à l'université de Harvard. Il enseigne aujourd'hui la psychologie à IDC à Herzliya. Et c'est intéressant parce qu'un jour, on a discuté ensemble et il m'a raconté son histoire sur le bonheur. Et il est allé voir le doyen de l'université de Harvard et lui dit « Écoute, j'ai un problème. On enseigne tous les jours la psychologie à nos élèves, sauf que j'ai le sentiment qu'ils ne sont pas heureux. Je pense que ça pourrait être intéressant que je leur donne un cours en bonheur. » Alors le doyen, écoute, c'est une super idée, mais on n'a pas le temps
j'ai pas l'argent. Et puis, tu as vu le planning de nos salles, tout est complet. C'est une très bonne idée, peut-être un jour. Écoute, le temps à l'extérieur des cours, l'argent, je l'offre, ce cours, et comme c'est à l'extérieur des cours, on trouvera toujours un amphi disponible. Écoute, propose, si ça plaît à tes élèves, on ne sait jamais. Le jeudi soir, il va proposer ça à ses élèves, et il donne le cours le vendredi après-midi, fin d'après-midi. À Harvard, les cours s'arrêtent à 15h. Il fait 16h, 17h, un cours en bonne heure. Le lundi suivant, il y a 2 élèves qui... Alors, sur les 38 élèves, 36 sont venus. Parce que c'est d'abord un très très bon pédagogue et le sujet pouvait être intéressant. Donc, ils sont 36 le vendredi. Le lundi matin, il y a 2 élèves qui viennent les voir. Ils disent, écoutez, c'était des élèves de 3e année. Et il y a 2 jeunes filles qui viennent et disent, voilà, moi j'ai un petit copain qui est en droit et moi j'ai un petit copain qui est en médecine. On leur a parlé du cours. Ils nous ont demandé si la prochaine fois vous accepteriez qu'ils viennent en candidat libre. Avec plaisir. À la fin de l'année, ils étaient chaque vendredi 3600 personnes à suivre le cours. Et pas simplement les élèves d'Harvard, mais les anciens élèves d'Harvard, les avocats qui recrutaient à Harvard, les sociétés qui recrutaient à Harvard. Parce qu'ils ont compris une chose, c'est qu'à partir du moment où tu intègres la dimension du bonheur comme un objectif prioritaire, tu changes les choses dans ta vie. C'est sûr qu'on nous a tous vendu, en tout cas à moi, depuis que j'étais gamin, on nous a vendu la réussite. Mon père, tu es son âme, a toujours tout fait pour m'encourager à réussir, à être le meilleur dans ce que je faisais. D'ailleurs, il faut que je vous fasse part d'une anecdote que je ne ferai qu'ici, et je vous demande que ça ne sorte pas de la communauté juive. Peut-être que certains d'entre vous le savent, j'ai découvert que j'étais juif à 28 ans. Et j'ai décidé de faire ma circoncision à 36. 8 ans, 8 jours. Hein? 8 ans, 8 jours. Ouais, c'est ça. C'était magique. Je ne vous parle pas de la douleur après la circoncision, le moment sympa, après un petit peu moins, quand même. Je vous passe les détails. Quelque temps plus tard, je vais en Normandie. Vous devez savoir que mon père n'est pas juif. Et mon père se disait complètement athée. Il ne croyait pas en Dieu, il n'a jamais mis les pieds dans une église, il a mis les pieds pour la première fois dans une synagogue le jour de la bar mitzvah du fils de ma femme pour honorer ma femme parce qu'il aimait profondément Sarah. Et j'ai trouvé que c'était un acte exceptionnel de sa part. Donc 3-4 semaines plus tard, je suis en Normandie, je suis dans la salle de bain et j'ai mon père qui frappe à la porte. Mon fils, est-ce que je peux voir? J'ai dit, tu sais, papa, tu me connais depuis que je suis tout petit, tu m'as toujours vu tout nu, il n'y a pas de problème, écoute. Mon père passe la tête à travers la porte, et là, il me dit, bravo. Ah, mais bravo, je suis vraiment très fier de toi, bravo. Et là, je dis, papa, t'es un psychopathe. J'ai été le meilleur à l'école, j'ai été le meilleur en sport, j'ai fait des études supérieures jusqu'à un bac plus 10. Je n'ai jamais reçu de ta part un seul bravo, je suis fier de toi, mon fils. On me coupe un petit bout de peau et tu trouves ça exceptionnel. Mais il me dit, pour ça, il faut du courage. Et c'est ça qui est intéressant. Après, je suis sorti de la salle de bain, je dis, mais tu plaisantais tout à l'heure? Il me dit, pas du tout. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que cette personne qui était profondément athée, il s'est intéressé à ma religion. Parce que j'avais fait une démarche qui était une démarche courageuse dans laquelle il n'y avait pas de retour possible. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mon père honorait ces personnes qui se positionnent dans la vie. Oh, je vais vous raconter aussi une autre anecdote. Peut-être le savez-vous, dernièrement, il y a certains d'entre vous qui ont vu une vidéo de moi, Place de la République. Oui, bien sûr. Ok. Donc, à la base, cette vidéo, elle était prévue et envoyée à quelques amis d'un groupe Facebook restreint de 12 personnes. Ok?
du Canada, on m'envoyait des retours tous les jours. D'accord? Donc, d'un côté, la communauté juive m'a remercié d'avoir fait ça. D'un autre côté, les autres communautés, ils ne m'ont pas remercié. Pas vraiment. Alors, je passe le détail des 67 menaces de mort que j'ai reçues, avec des détails très intéressants. Il y en a un qui m'a dit « Je vais sortir tes entrailles, je vais les découper ». Et j'ai dit « Mais mon Dieu, simplement parce que j'ai dit ça, si tu savais vraiment ce que je pense de la situation, tu ne serais pas assez créatif. » Ça mérite d'être applaudi. C'est ça. Et c'est intéressant parce que, alors, il faut savoir qu'ils ont créé des faux comptes YouTube, Facebook, dans lesquels j'insultais les musulmans, enfin bref, il y a eu assez de retours, c'était assez violent. Et en vrai, au départ, ça me déboussole, mais le fait que ça m'a déboussolé, ça a duré 48 heures. Ce qui m'a énervé, c'est de voir que des partenaires, des confrères ont commencé à avoir très peur. Parce qu'ils ont reçu des menaces, oui, comment vous faites pour travailler avec David Lefrançois? Vous rendez-vous compte de ce qu'il a dit? Et j'ai quand même des partenaires qui sont venus me voir en me disant, David, ce serait peut-être bien que tu fasses une vidéo d'excuses. Une vidéo d'excuses. Ce serait peut-être bien que tu meurs. Parce que, je vais te dire une chose. D'abord, c'est vrai que cette vidéo-là, elle n'était pas destinée à Facebook. Je pense que j'aurais mis de la forme et j'aurais donné d'autres informations. Mais je veux juste que vous sachiez qu'à ce moment-là, quand je suis sur la place de la République, avant de donner une conférence, j'ai quand même des personnes que j'ai interviewées. Qu'est-ce que Force ouvrière ou la CGT, qui est censée nous aider quand on a des difficultés avec le patronat, vient faire sur une réunion pro-palestinienne avec des pancartes marquées « Juifs de France dehors ». De l'autre côté, à mort les Juifs. Il y a une pancarte à côté « Juifs, violeurs et tueurs d'enfants ». Comment moi je dois réagir? Et tu veux que je fasse des excuses? Mais fais attention, parce que si je fais une vidéo, écoute-moi bien, je vais mettre le poudre à tout ça, et attention que je me positionne vraiment, parce que vous allez voir, ça ne va pas être le même ton. Mais ce qui était le plus important, c'est que dans tout ça, il y a des partenaires qui m'ont dit « Oui, mais quand même, c'est pas le fond, tu comprends, c'est la forme. » Et la forme de quoi? En quoi ma forme, elle est si dérangeante que ça? Et puis dites-moi, les gars, on n'est pas en démocratie, je n'ai pas le droit d'avoir un avis absolument opposé et contraire à ce que l'opinion publique déclare? Parce que la différence entre vous tous, c'est que moi, là, je vis en Israël. C'est que celui qui peut parler, celui qui peut vraiment se la ramener, en vrai, c'est moi. Celui qui a reçu des actes antisémites dans son business, c'est moi. Pas vous, c'est moi. Celui qui était confronté aux pancartes, alors à ce moment-là, ouais, j'ai envie de dire « Am Israël Chai ». À ce moment-là, j'ai envie de dire que les mecs qui sont là, qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont là, qu'ils ne savent même pas que, sans le savoir, non seulement ils soutiennent la cause du Hamas, mais ils empêchent absolument tout processus de paix. Mais vous savez quoi? Cette expérience, qui était une mauvaise expérience, en vrai, j'ai trouvé fantastique. Parce que moi, ça m'a permis de me positionner. Ça m'a permis de me savoir qui j'étais vraiment, qui je suis. Et en fait, j'ai compris que cet acte, qui était hyper dérangeant pour plein de personnes, elle n'était pas si dérangeante pour moi, en fait. Parce que, vous savez quoi? J'étais au clair avec mes baskets. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais dans mes souliers. Je sais qui je suis, j'assume qui je suis, et je l'ai dit à mes partenaires, vous savez, ceux qui m'aiment me suivent. Ceux qui me détestent, il y a tellement de gens sur YouTube, il y a tellement de produits dans le monde. Maintenant, je vous dis une chose, l'histoire me donnera raison. C'est juste une question de temps. Mais je ne remettrai pas en question qui je suis. C'est tout le problème de la concession. C'est que parfois, on va vous dire « arrondis les angles ». Mais il ne faut pas arrondir les angles. Parce qu'une chose qui est prévue pour être carrée, elle n'est pas faite pour être ronde. Un concept, une idée, elle est aboutie du début jusqu'à la fin. À partir du moment où tu la modifies, pourquoi notre Torah elle est aussi puissante et toujours à jour? Parce qu'elle n'a jamais été modifiée. Pourquoi, aujourd'hui, avec une même religion, tu peux faire des actes bienveillants et tu peux mener des fatwas? Mais parce que tu t'autorises à modifier ce qui ne doit pas l'être. Parce que tu as fait des concessions.
Et vous savez, c'est ça qui est intéressant, c'est que le bonheur, on pense que c'est quelque chose qui vient d'une dimension très positive, un peu béni oui-oui en disant oui, je veux vivre le bonheur, je vais sortir, je vais sucer les arbres et puis je vais embrasser les sapins. Non, 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 non. Le bonheur, c'est profondément actif et le bonheur, tu ne peux le vivre que si et seulement si tu es en accord avec qui tu es. Le bonheur, tu le vis que si les valeurs que tu affiches, tu les vis concrètement. Parce que je vous le dis en vrai, nos valeurs, les valeurs, ce qui correspond à qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie. C'est ça les valeurs, c'est rien d'autre. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Okay? Mes valeurs sont profondément utiles et parfaitement inutiles. Parce que n'importe qui d'entre nous peut dire « moi j'ai telle valeur ». Combien de fois j'en ai vu des gens qui me disent « je suis très spirituel ». Vous savez, les gens spirituels, ils ne le disent pas. Pourquoi tu aurais besoin de me prouver que tu es spirituel? Sois-le, ça suffit. Pourquoi faire autant d'autopromotion à me prouver? Tu veux juste te rassurer que tu penses pouvoir le devenir, mais en fait, une chose est claire, tu ne l'es pas. Le nombre d'entreprises qui disent « nous, on est éthiques » et qui, en vrai, sont pathétiques. C'est tout le problème. C'est-à-dire que si tu n'es pas en accord avec tes valeurs, en clair, c'est quoi être en accord avec ses valeurs? C'est est-ce que les comportements que je pose chaque jour sont en accord profond avec les valeurs qui sont les miennes? Et dans notre culture, on a des valeurs qui sont fondamentalement bonnes. Vous savez, je me suis aussi posé une question, moi j'aime bien la sémantique. Le bonheur, c'est quoi? Si ce n'est deux choses, le bon et l'heure. Le bonheur, c'est être à la bonne heure. Ok. Le bonheur, quoi? Ah, tu sais pas ce que je veux dire. Je vais t'expliquer ce que c'est qu'être à la bonne heure. Vous savez, je vais travailler ma journée, je vais donner tout ce que je peux pour me réaliser, pour ma parnassa, pour tout le reste. Je parle en tant qu'homme. Quand je rentre chez moi le soir, j'ai envie de me dire ah, je peux me détendre. Bah non. Bah non. Parce que là, en vrai, t'es pas à la bonne heure. C'est pas la bonne heure. Non, non, c'est pas la bonne heure. La bonne heure, c'est quand tu rentres chez toi, que tu as terminé quelque chose qui s'appelle ton job, tu en commences un autre qui s'appelle ton couple. Puis tu en commences un autre qui s'appelle l'éducation de tes enfants. Puis tu peux en avoir un autre, si tu as des animaux, qui s'appelle prendre soin d'eux. Parce que moi, par exemple, j'ai des chiennes, mais je n'ai pas envie qu'elles aient des vies de chiens. Donc chaque jour, je prends 45 minutes avec elles pour partir, pour aller à la plage, pour les faire jouer, pour communiquer, pour échanger, pour les éduquer, pour avoir une relation avec ces animaux que j'adore plus que tout au monde. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est le reflet de ce que nous sommes. Maintenant, le problème, c'est que si tu n'es pas à la bonne heure, ne te pose pas la question. Il y aura du malheur. Combien de fois il y a des personnes qui me disent « Oui, mais de toute façon, l'adolescent, c'est l'âge bête, et puis il n'a qu'à faire ce qu'il veut. » Alors déjà, quand quelqu'un me dit « c'est l'âge bête », de qui tu parles? Parce que tu sais très bien, en vrai, que cet âge-là, c'est un âge qui est important et que pour qu'il rentre dans son processus d'individuation, il se confronte à qui tu es, il se confronte à ta vision du monde, qu'il ne soit pas d'accord avec toi. Donc on sait depuis la nuit des temps que, comme le dirait Yahya Ben Chetrit, quand tu as un enfant, tu achètes un gilet pare-balles. C'est une question de temps, ça va te revenir, c'est comme ça. Maintenant, comprends que le moment où ton gamin il part en vrille, c'est au contraire le moment où tu dois être présent. C'est ça, être l'homme de la situation. C'est le moment où il peut basculer, que tu dois être présent avec lui comme jamais, que tu dois lui montrer que tu l'aimes comme jamais. C'est dans la difficulté de ton couple que tu dois prouver à la personne que tu aimes, à ta femme, à ton mari, que dans l'adversité, tu es présent. Vous savez, on nous dit tu épouseras pour le meilleur et pour le pire, mais quand tu dis ça, ce jour-là, tu es dans le meilleur. Tu n'as pas du tout envisagé le pire. Et puis un jour, le pire, il arrivera.
à travers parfois des difficultés de couple, à travers la maladie, à travers des problèmes de parnassa. Et il y a des cycles qui vont arriver. Donc, si tu penses qu'une fois que tu vas te marier, les choses vont être roses toute ta vie, ben, c'est pas possible. Voilà. Et si tu penses ça, c'est une illusion. C'est la raison pour laquelle le bonheur, c'est un processus d'investissement. C'est une volonté affichée d'avoir un objectif, comme disait Jacob il y a quelques instants, viscéralement vissé chez nous, c'est-à-dire, oui, je veux vivre un bonheur. Et vivre un bonheur, c'est quoi? C'est, écoutez-moi bien, les neurosciences nous disent, le bonheur, c'est la capacité qu'on a de vivre des expériences optimales dans chacun de nos domaines de vie. Alors, je vais développer. Le bonheur, c'est la capacité de vivre des expériences optimales dans chacun de nos domaines de vie. Domaine de vie, c'est quoi? Le couple, la famille, le travail, mon épanouissement personnel et une dimension que je vais appeler la dimension tribale, c'est la façon dont je m'inscris dans la société. D'accord? Vivre une expérience optimale, c'est te concentrer à la tâche que tu es en train de faire quand tu le fais, et exclusivement celle-ci, parce qu'on vit quand même dans des sociétés dans lesquelles on est tellement distrait aujourd'hui à cause des nouvelles technologies qu'on en perd toute forme d'efficacité. Et quand je parle d'efficacité dans ta relation de couple. Vous êtes en train de vous parler, mais ta femme, elle est en train de regarder le dernier post qu'il y a eu sur Facebook. Elle est présente, mais elle n'est pas avec toi. Voilà. Elle est préoccupée. Elle te montre que tu es présente, mais elle pense à la dernière copine qui a envoyé le post et la réponse qu'elle va faire. Elle n'est pas avec toi. Il n'y a rien de pire. Moi, ce que j'impose à mes enfants, que ce que j'impose quand on est à table, quand je vois mes enfants, on est à table ensemble, il n'y a pas de téléphone. Voilà. L'espace qu'on va passer ensemble, même si c'est un quart d'heure, une demi-heure, peu importe. Tu poses ton téléphone, je pose le mien. Voilà. Et on communique ensemble. Même si tu ne me parles pas, on vivra quelque chose de sympathique. OK? Et je vous rappelle ici une chose, c'est que dans chacun de ces domaines de vie, vous devez avoir des objectifs. On a remarqué que les enfants qui réussissaient avaient des parents qui avaient tous pour eux des projets. Parce que c'est quand même nouveau, il y a des personnes qui disent « Non, mais tu sais, mon fils, mes enfants, ils choisiront par eux-mêmes. » Parfois, j'entends même des trucs sur la religion. Ils choisiront par eux-mêmes quand ils seront grands. S'il veut être musulman, il sera musulman. S'il veut être chrétien, non mais t'es juif. Ça serait bien au moins que tu lui montres ce que c'est, que cette culture, que tu lui transmettes et que tu lui donnes le désir et que tu lui rappelles. T'es juif, c'est ton identité. Ok? Depuis quand, c'est un truc magique ça, depuis quand les enfants ont ces capacités de décider? Si c'est ce que vous croyez que moi que le cerveau de l'enfant il n'est pas équipé pour ça. Jamais. Parce que le lobe préfrontal, ici, là, dans laquelle va se développer toute la raison, toute la volonté, la capacité au bonheur et à gérer mes émotions, ça va se jouer là. Et ça se construit de 13 à 22 ans. C'est intéressant de s'apercevoir que la bar mitzvah, elle arrive à 13 ans chez le garçon, la bat mitzvah à 12 ans, et qu'à 12 ans chez la fille et à 13 ans chez le garçon, le lobe préfrontal commence à se construire. Et vous savez ce qui se passe? Quand le lobe préfrontal commence à se développer, il développe la capacité de choisir entre le bien et entre le mal. C'est pour ça qu'on lui dit, à partir de maintenant, tu es un adulte. Non, à 13 ans, tu as envie de dire, les gars, il a 13 ans, laissez-le tranquille. Non, parce que là, maintenant, il va développer cette aptitude de choisir entre le bien et le mal. Et le bonheur, c'est quoi? Je vous ai dit, c'est deux choses, le bon et l'heure. Le bonheur, en fait, c'est la capacité d'insuffler chaque moment de ta vie du bon. Tu bosses, mets du bon dans ce que tu fais. Même, combien de personnes m'ont dit, un jour m'ont dit, mais tu sais, toi, David, tu as vraiment de la chance, tu fais un métier qui est passionnant, c'est ta passion. C'est vrai, c'est vrai. Faire mon métier, c'est un privilège. Mais de s'investir dans son métier et de choisir que son métier t'épanouisse, c'est un choix. Et moi, j'ai vu des personnes dont le métier, il ne pouvait pas paraître exceptionnel, mais chaque interaction que tu as avec eux, elle est magique. Un cordonnier,
Un cordonnier, à Neuilly, j'avais un cordonnier, j'allais lui porter mes chaussures parce qu'il était sympathique. Je ne cirais plus mes chaussures moi-même, simplement parce que les 2 minutes que je passais avec lui, je rigolais, je me marrais. Mais vous savez quoi? Lui, eh ben, il changeait ma vie. C'est-à-dire que son job, d'abord, il le faisait très bien. Donc, comme il le faisait mieux que moi, pourquoi je le ferais? Et en plus, la qualité relationnelle que je pouvais avoir avec ce monsieur faisait que j'allais chez lui. Regardez, aujourd'hui, on a le choix. Les boulangeries, les restaurants, chez qui on va? Chez ceux qui nous aiment le plus. Ah, je vais vous dire un truc, ce que je crois profondément. On ne peut donner que ce que l'on a. Je peux vous donner du temps si j'en ai, je peux vous donner de l'argent si j'en ai, je peux vous donner des connaissances si j'en ai. On ne peut donner que ce que l'on a. Et il y a un phénomène psychologique qui n'a pas été assez développé, me semble-t-il. Tout le monde a entendu parler de la logique de projection, c'est-à-dire cette capacité qu'on a de projeter sur les autres des pensées, des émotions, des problématiques qui nous sont personnelles. D'accord? Par exemple, si un jour vous venez à vous séparer, et les personnes vont dire « Mon pauvre chéri, ça doit être très très dur. » Mais tu ne le sais pas, ça se trouve, c'est la fête. Non, mais ça se trouve, ça fait juste 25 ans que je vis qu'un dragon, j'en peux plus. C'est la libération. Comment tu peux le savoir? C'est parce que tu viens de me calquer tes propres angoisses, parce que toi, tu penses que ce serait pénible si tu étais à ma place. Mais t'en sais rien, tu n'es pas dans ma situation. D'accord? Donc il faut juste comprendre que ce phénomène de projection, il existe tous les jours. Mais il y a un autre phénomène qui est absolument inconnu, qui s'appelle le phénomène de contre-projection. Et ce phénomène de contre-projection, il se repose sur quelque chose de neurologique qu'on appelle les neurones miroirs, découverts dans les années 95, qui font que quand je vous regarde, par exemple, quand je regarde votre regard, eh ben en fait, il faut que vous sachiez qu'à ce moment-là, l'interaction qu'on a tous les deux va faire que ma neurologie sera équivalente à la vôtre. C'est-à-dire que mes connexions neuronales seront l'espace de presque une seconde la même que la vôtre. Et c'est ce qui va me permettre, moi, d'être en empathie. Et que si je vois un regard violent ou un regard compatissant, j'adapterai mon discours par rapport à ce que je suis en train de dire. D'accord? C'est le phénomène de l'empathie. Mais comprenez aussi une chose, c'est que je peux donner que ce que j'ai. Donc si je donne à l'autre du bonheur, si je fais le bien aux autres, si je fais le bien avec mes clients, il y a des personnes souvent qui me disent « C'est quoi le secret de la réussite en business, David? Ton business, il explose. » C'est vrai que mon business, il explose. À chaque fois que je sors un produit sur Internet, je fais un carton. Je vous le dis. Pourquoi? Parce que je le travaille tellement. Le produit que je délivre, je suis sûr qu'il est d'une très très bonne qualité parce que j'ai mis tout ce que je pouvais y mettre. Vous savez quoi? J'ai mis du bon dans ce que je faisais. C'est-à-dire que j'ai des personnes sur le monde de l'Internet, il faut que vous sachiez qu'en moyenne, il y a entre 20 et 25% de retour sur les produits qui sont achetés sur Internet. Je n'ai pas 0,7% de retour sur l'ensemble de tous mes produits. Mais parce qu'avant de mettre un produit sur un marché, je prends le temps. Je mets le meilleur. Et vous savez quoi? Je donne une vraie matière. C'est vraiment intéressant. Donc ça veut dire quoi? Je mets du bon dans ce que je fais. Je vais vouloir éduquer mon fils, je vais vouloir éduquer ma fille, je mets du bon dans ce que je fais. Est-ce que ça sera parfait? La réponse est non. Mais avec ce phénomène de contre-projection, si je te le donne, si je te le donne, c'est que je le possède. Et à partir de ce moment-là, je le développe. C'est ça qui est intéressant. C'est que la perception que vous avez d'être heureux va dépendre de la capacité que vous avez de rendre les autres heureux. Dans tous vos domaines de vie. Je suis clair dans ce que je viens d'exprimer? Ça veut dire qu'en fait, le bonheur, c'est beaucoup plus facile qu'on pouvait l'imaginer. Le bonheur, ça passe par l'interaction nécessaire qu'on a avec les autres, parce que tu es rarement heureux tout seul. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Tu peux avoir envie d'avoir la paix de temps en temps, d'accord? Tu peux avoir un moment de solitude. Te dire, j'ai envie d'être, à ce moment-là, j'ai besoin de solitude. Ça peut être un besoin nécessaire pour te concentrer. Moi, quand j'écris mes livres, ça m'arrive régulièrement de dire à mon épouse, c'est quoi, là, j'ai besoin de 3 jours, je termine mon chapitre parce que là, je ne peux plus. Je ne peux plus, les interactions, les enfants, les trucs. Il faut 3 jours pour moi. D'accord? Ou alors, quand je vais donner des lots de conférences, là, je pars à Paris la semaine prochaine, je donne de 7h30 le matin à synagogue, 9h, je donne des formations le soir, tous les soirs, je donne des cours à l'université de 6h30 à 21h30. Autant vous dire que, et entre deux des conférences, autant vous dire que je vais donner le max. Après ça, quand je reviens, j'ai besoin de souffler. D'accord? Donc je vais avoir des besoins.
Mais le fait d'être seul, ce n'est pas une mitzvah. D'être tout seul, il n'y a rien de pire au monde. Donc la capacité à être heureux, c'est la capacité de se poser une vraie question. C'est comment, maintenant, là, tout de suite, je peux rendre l'autre heureux. Et démenez-vous comme des diables pour faire tout ce qu'il faut pour que la personne puisse être plus heureuse. C'est le secret de la réussite, en fait. Qu'est-ce que je fais pour que mes clients soient plus heureux? Qu'est-ce que je fais pour que mes enfants soient plus heureux? Qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour que mon épouse soit plus heureuse, plus épanouie? Et je vais pas considérer, on pourrait considérer, non mais tu sais David, parce que j'ai eu ça dans le monde de la psychologie, on disait, non mais c'est son problème, tu comprends, c'est sa responsabilité d'être heureuse. Bah non. Non, ça c'est un truc de pathos. Je suis désolé. C'est pas possible. Parce que moi, je considère que mon bonheur, il passe par le fait de rendre l'autre heureuse. Et comment? Ne pas souffrir. Mais de quoi? De ne pas s'oublier. Mais parce qu'il y a aussi une chose que vous ne devez pas oublier. Traitez-vous en première classe. Dans les 5 domaines de vie, si tu as bien écouté, je t'ai parlé de ton épanouissement personnel. Ne pas s'oublier, c'est aussi bien se traiter soi-même. Traitez-vous en première classe. Moi, j'avais un grand-père exceptionnel un jour. J'avais une petite amie, et je lui disais, Pépé, je vais me séparer. Ok, mon fils. Grand train ou petit train? Je sais pas. Vous savez quoi? Moi, je vais au restaurant et je vais lui dire là-bas. Non, j'ai bien, ouais. Tu vas le faire grand train ou petit train? Tu sais, moi, quand j'étais jeune, on avait première classe, deuxième classe, troisième classe. Et le rêve, c'était qu'on soit tous en première classe. On ne faisait pas le même voyage. Tu sais, cette jeune femme, même si tu n'es pas en accord avec ce qu'elle est, ou ce qu'elle peut proposer, ou ton chemin de vie, vous avez partagé des choses ensemble, elle s'est investie avec toi, et c'était une personne bien. Honore-la. Fais toujours les choses grand train. Fais troisième classe. Tu peux voyager pas cher. Tu peux voyager first. Mais pour ça, il faut avoir envie de voyager first. Et de se dire, comment je peux faire pour traiter l'autre au top, mais comment je fais pour me traiter moi au top? Comment ne pas m'oublier en écoutant aussi mes besoins et de me dire, vous savez quoi là? J'ai besoin de souffler. J'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de me détendre. Et il y a des moments, je vais dire, il y a des personnes, par exemple, je vais dire à des amis, non, je ne peux pas venir, j'ai besoin de me reposer. Ou j'ai besoin de me focaliser sur un de mes. Je vais respecter mes besoins. Et je vais me traiter en première classe. Ce qui n'empêche pas de traiter aussi les autres en première classe. C'est pas ou, c'est et. C'est pas ou moi ou les autres, c'est et moi et les autres. Et la stratégie du et, elle n'est jamais exclusive, elle est toujours inclusive. Voilà ce que je voulais vous dire sur le bonheur en préambule. Bien, alors moi je vais aborder ma conclusion en précisant 2 petites choses. D'abord, je vais complètement revenir sur ce que David a dit, puisque vraiment, je partage complètement. Et je suis sûr que tout ce qu'il vient de dire, il l'a pris de la Torah, j'ai aucun doute. Les 2 choses que je voulais dire, c'est donc revenir sur cette notion du partage, et deuxièmement sur la notion de l'effort. La notion du partage. David nous a expliqué pourquoi en français le bonheur s'appelle bonheur. Bon, j'ai compris, j'ai pas compris, ok. Mais en hébreu, on le dit autrement. Comment dit-on de quelqu'un qu'il est heureux en hébreu? N'importe quoi. Un premier mot des Tehillim de David Ameller. Ashré. Ashré. Ok? Ashré, ça veut dire quelqu'un qui est heureux. Mais Ashré, un syntaxe oblige, vous savez que c'est un pluriel. Donc, premièrement, il y a une règle. Vous voyez, David l'a dit de façon très belle, moi je vais le dire de façon vraie. On ne peut pas être heureux tout seul. Ce n'est pas possible. Il y a même quelqu'un dans l'assistance qui m'a excité. Et comment faire pour ne pas m'oublier?
vais vous régler votre compte dans un instant. OK? La deuxième notion, c'est la notion d'effort. Vous savez, il y a un livre qui s'appelle le Tana Debe Eliyahu. Vous connaissez? Tana Debe Eliyahu. Vous savez qui a écrit ce livre? Il a été écrit, d'après certains, par Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, c'est pas n'importe qui, c'est l'homme qui est à la fois homme et malach. Vous savez qu'en général, quand on veut être un peu des deux, on n'est ni l'un ni l'autre. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui dit à sa copine « Oh, mon mari est un ange ». Et elle lui répond bah, « Le mien aussi, c'est pas un homme ». D'accord. Maintenant, Eliyahu Hanavi, c'est le seul qui était et l'un et l'autre. Eliyahu Hanavi, il a écrit la chose suivante. Il a beaucoup parlé du bonheur dans Tana Debe Eliyahu. Par exemple, il a écrit, je vous le dis comme ça, pêle-mêle, « Ashrei Adam » Shema Asav Merubim Michochmato. Heureux, heureux. On ne parle pas de la valeur de l'homme. On le définit. Il est heureux parce que ses actions sont plus nombreuses que sa sagesse. Vous avez des gens qui gaspillent leur temps à essayer de comprendre. C'est bien de comprendre, hein, on n'a rien contre. Je passe ma vie, moi, à essayer de comprendre. Mais l'urgence, c'est l'action. Et le vrai effort dans la vie, c'est ce que j'ai retenu de l'histoire du papa de David, le vrai effort dans la vie, c'est l'action. C'est de faire les choses. Les choses. Le Tana Debe Eliyahu disait ailleurs, Ashrei Adam, chez Sam Atzmo Keshor Leol ou Kechamor le Masoy. Heureux, heureux est l'homme, hein, qui est comme le bœuf qui reçoit un joug, ou l'âne qui reçoit une charge. C'est vrai, vous aimez les contraintes? Oui, vous êtes heureux. Parce que si vous les aimez, vous allez tout faire pour en avoir le maximum. Et Eliyahu Hanavi disait, c'est comme ça qu'on est heureux. Il n'y a pas de bonheur sans effort. Alors déjà, c'était pour faire gagner un certain temps à beaucoup d'entre nous. C'est que le bonheur, on ne l'attend pas, mesdames et messieurs. Le bonheur, on va le chercher. Le soir, en vous couchant, par exemple ce soir, mais là la réponse elle est toute trouvée, posez-vous une question, pas est-ce que vous êtes heureux ou pas. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour être heureux? Ce n'est pas la peine d'attendre la réponse, vous pouvez vous endormir avant. Vous êtes posé la question, vous êtes déjà quelqu'un d'heureux. La deuxième chose, c'est que ce Ashrei là, il est au pluriel. Au pluriel, ça veut dire quoi? Vous savez, je m'évertue à expliquer aux célibataires. D'accord? Il y en a beaucoup ici qui ont déjà entendu ce que je vais dire. Mais je leur promets de ne cesser de le répéter. Vous savez, les célibataires qui ont du mal à se marier, c'est souvent parce qu'ils ont du mal à trouver la personne qui leur convient. C'est-à-dire qu'ils sont très exigeants, à tort ou à raison, peu importe, là n'est pas le problème, et ils cherchent. Et celle-là, c'est pas bon. Et celle-là, ça ne va pas. Et celle-là, elle ne me convient pas. Et celle-là, elle ne répond pas à mes attentes. Eh bien, j'ai un secret pour eux. J'ai un secret. Mes chers célibataires, vous n'allez pas l'aimer du tout. Et pire que ça, vous n'allez pas me croire. Et c'est bien dommage. C'est que le secret, c'est le suivant. Vous pouvez épouser n'importe qui. Et le résultat sera le même. Parce que votre succès relationnel ou votre échec ne dépendent pas de la personne que vous allez épouser. Vous savez, moi j'aime... Il n'y a que les femmes qui applaudissent. Il y a que les femmes qui applaudissent. Non, je vois qu'il y a plein de n'importe qui dans cette salle. Très bien. J'aime raconter que de toutes les disputes que j'ai pu connaître dans mon couple, et elles sont nombreuses, ma femme et moi on adore se disputer, c'est un sport que l'on pratique avec beaucoup de passion, ok. Il y en a une seule que je n'oublierai jamais, une seule. Je les oublie toutes, moi, ok. Vous savez quelle est la seule que j'oublierai jamais? C'est la première. Je peux vous dire où ça s'est passé, à quelle heure ça s'est passé, ce que je venais de faire avant et après, pourquoi on s'est disputé, d'accord?
Bref, il y a encore plein de choses que je peux vous raconter, mais peu importe. Ok. Vous savez pourquoi j'oublierai jamais cette dispute? Pas parce que c'est la première. Pas parce que bêtement, je vais m'imaginer que s'il n'y avait pas eu la première, ben, il n'y aurait pas eu celle d'après. Parce que cette dispute a été pour moi une révélation. Vous savez laquelle? J'aurais jamais imaginé que je serais un jour un mari capable de me disputer pour cela. Jamais j'aurais imaginé une chose pareille. Avec mes meilleurs amis ou avec les moins bons amis, je ne m'étais jamais disputé pour une chose pareille. Et là, je me suis découvert. Et là, j'ai découvert véritablement de ce que j'étais capable d'être et donc de transmettre, de ce que je possédais et donc de ce que j'étais capable de partager. Et avec un peu de recul, quelques années plus tard, avec un peu de maturité aussi, c'est vrai, je suis arrivé à une conclusion. C'est que finalement, la relation, elle n'est pas basée sur ce que j'ai ou sur qui j'ai en face de moi, mais sur ce qu'ensemble, on va décider de partager. Je vous explique. J'ai reçu un jour la visite d'un couple très mignon, des jeunes que je connaissais, que j'avais fréquentés, qui suivaient mes cours, qui s'étaient mariés, qui avaient eu un enfant. Et puis un jour, l'épouse me téléphone, la dame, en me disant « Voilà, nous avons un grand problème de couple ». Il y avait un vrai problème de couple, malheureusement lié à Internet et compagnie. Je les reçois, on discute, on essaie d'analyser le problème, et on se voit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je ne sais plus combien de fois on s'est vu. D'ailleurs, je mélange entre le nombre de fois où on s'est vu et le nombre d'heures qu'on a passé ensemble au téléphone. Ils m'ont épuisé. Ils m'ont épuisé, je vous dis la vérité. Et manque de bol, je dois vous avouer qu'elle m'a un peu plus épuisé que lui. Non, mais c'est vrai que les hommes ont cette fâcheuse tendance à prendre un peu de distance, ce qui n'est malheureusement pas une bonne attitude. Et un jour, elle a eu le malheur de m'épuiser à la mauvaise heure. Malheur, ok? Ouais. Non, quand c'est moi qu'on énerve, je comprends. Alors, je sortais d'un cours à Natania, qui m'avait demandé pas mal d'énergie. J'avais devant moi encore 1 heure de route. Je lui avais dit, appelez-moi à cette heure-ci. Donc, il était peut-être 11h30, minuit, je ne sais plus. Vous voyez, on n'est pas dans sa meilleure fraîcheur à cette heure-ci, vous voyez. Et elle m'a énervé. Voilà, ceci, cela. Et elle répétait une phrase, déjà dans les coups de fil précédents, récurrente. Je ne suis pas heureuse, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas heureuse. Et là, j'ai craqué. Et je me rappelle, je me suis garé sur le bord de l'autoroute. Et je lui ai dit, je vais vous dire quelque chose. Arrêtez avec ce « je ne suis pas heureuse ». Je n'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse pas que vous soyez heureuse ou pas. Vous comprenez ça? Non, ceux qui me connaissent un peu, je ne suis pas très méchant en général. Et même quand j'ai envie de l'être, je me retiens. Mais là, je n'ai pas réussi. Mais attention, ce n'était pas méchant. Je lui ai dit, madame, je vais vous poser une question. Votre mari, il est heureux, lui? Ah, et elle hésite. Et là, elle ne pouvait pas faire un plus beau cadeau. Je lui ai dit, quoi? Avant de me dire si vous êtes heureuse ou pas, vous ne vous êtes pas posé la question de savoir si lui, il est heureux? Mais alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Ah, vous savez quoi, madame? On va faire la chose suivante. Ne m'appelez plus. Ne m'appelez plus. Vous allez d'abord voir si votre mari, il est heureux. Et quand vous aurez la réponse, alors je suis prêt à ce qu'on se reparle. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, ça a été un électrochoc pour cette jeune femme. Hachem m'a donné les mots qu'il fallait qu'elle entende. Elle ne m'a plus jamais appelé. Attendez, il y a une virgule. Il y a une virgule. Virgule. Jusqu'au jour où elle m'a envoyé un texto en me disant « Je voulais vous annoncer que je suis enceinte et que bientôt nous allons avoir un heureux événement, etc. etc. » Elle me raconte le rôle que j'ai peut-être pu jouer de chaliard dans cet heureux dénouement. Et je ne sais pas pour elle, mais pour moi, ça a été une leçon extraordinaire. J'ai compris qu'en fait, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que, madame, c'est pour vous, de temps en temps, il faut savoir s'oublier. Qu'à force, il faut savoir s'oublier.
qu'à force de se demander si on est heureux, eh bien on finit par être malheureux de la réponse à laquelle on arrive. Vous voyez, ce n'est pas qu'on est malheureux, c'est que la réponse nous rend malheureux. Et donc, en faisant A plus B, comme dit la Gemara, Miklal hen atachomé à lave, Miklal lave atachomé à hen, par la négation, je comprends le positif, par le positif, je comprends le négatif. Ok ? J'arrive à la conclusion suivante. C'est que dans la vie, j'ai un seul indice, un seul, qui me permet de savoir que je suis quelqu'un d'heureux. Écoutez bien, ça peut vous servir. Voilà, en fait, j'ai détourné votre attention pendant toute la soirée, enfin en tout cas à chaque fois que j'ai pris la parole, je vous ai fait croire que j'allais vous expliquer comment être heureux. Maintenant, je vais sauter une étape. Je vais vous démontrer comment savoir si vous êtes heureux ou pas. Et la réponse est la suivante. C'est que si vous arrivez à procurer aux autres du bonheur, alors c'est la preuve, et l'unique preuve que vous êtes heureux. Que dans la vie, mes chers amis, et je le pense vraiment, et je vois que vous aussi, ça me fait plaisir, que dans la vie, on a une capacité inouïe, et malheureusement pour nous souvent ignorée, du bonheur qu'on est capable de procurer aux autres. Attention, il ne faut pas tomber dans l'illusion du bonheur. Vous assistez à un spectacle, le comique, il est exceptionnel. Vous passez 2 heures, vous vous régalez. Hein ? Vous sortez de là, et la vérité, la réalité, elle vous frappe de plein fouet. Vous retournez dans la réalité. Vous savez, ce qui est difficile, ce n'est pas d'éteindre son téléphone, c'est de le rallumer. C'est pour ça qu'on ne l'éteint jamais. Parce que qu'est-ce qui nous attend dans la réalité des choses ? Eh bien, il y a d'autres personnes qui vous proposent un vrai bonheur. Quand vous passez un moment avec elles, après, il y a quelque chose qui ne disparaît pas. Vous avez entendu un vrai message, vous avez reçu ce vrai bonheur. Eh bien, les choses, elles continuent après. Moi, je dis toujours qu'un vrai cours de Torah, c'est un cours qui commence lorsque le Rav se tait. Mais je suis sérieux. Quand le Rav commence à se taire, alors le shiur commence vraiment. Quand ce shiur, il m'accompagne, quand je vais le recroiser dans ma vie tout seul, 1 semaine après, 6 mois après, 1 an, peut-être 10 ans après. Regardez les paroles de Rava de tout à l'heure, de Rabbi Eliezer HaKappar. Un jour, il les a semés, et nous on vient, on les récolte. Ils nous ont donné du bonheur. Vous savez ce que c'est un mari heureux ? C'est un mari qui se rend compte que sa femme, elle est heureuse. Que le plus beau compliment qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de lui dire « j'ai vu ton conjoint, qu'est-ce qu'il a l'air épanoui ». C'est-à-dire que vous avez témoigné que l'autre est épanoui, mais celui à qui vous l'avez dit, vous avez exprimé la preuve que lui aussi, il est heureux. Que finalement, le bonheur, mesdames et messieurs, c'est le monde idéal. C'est le monde tel qu'il est réellement. Le bonheur, comme l'a expliqué David, de façon magistrale, on le contient. Vous savez, on adore courir après ce qu'on n'a pas dans la vie. Quel dommage. Au lieu de perdre notre temps à courir après ce qu'il y a dehors, on pourrait, sans faire aucun effort, aller chercher ce qu'il y a en nous. Ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs, ce n'est pas comment devenir heureux, je voulais vous dire que vous êtes heureux. Voilà. Mais je le pense vraiment. Et qu'il est possible, il y a peut-être un défaut dans ce que je dis, c'est que vous ne le savez peut-être pas. Alors plutôt que de passer son temps à aller essayer de découvrir qu'est-ce que c'est que le bonheur, eh bien consacrons notre temps à comprendre que nous sommes heureux. Et je peux vous dire que vous êtes heureux, vous savez pourquoi ? Parce que, en venant ici ce soir, vous avez fait au moins 2 heureux. Mais c'est vrai. Que l'expérience d'un échange, mes chers amis, c'est, encore une fois, la preuve du bonheur. Que parler ou écouter,
c'est renvoyer à l'autre ce bonheur dont il nous gratifie. C'est que finalement, le mot ashré, qui est un pluriel, c'est pas que c'est la solitude qui rend malheureux. Ce qui rend l'homme malheureux, c'est quand il garde son bonheur à l'intérieur de lui. Parce qu'à tous les célibataires, arrêtez. Parce qu'à tous les célibataires qui n'ont pas encore trouvé le conjoint idéal, je voudrais que vous sachiez que si vous prenez comme cible n'importe qui, et que l'objectif c'est de le rendre heureux, vous allez découvrir véritablement qui vous êtes. Et c'est ça le problème. Et les gens qui ne se marient pas sont des gens qui n'ont pas assez confiance en eux, qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils peuvent apporter à l'autre. Alors je voulais vous dire, vous êtes capable de rendre heureux n'importe qui. J'ai une preuve. Quand un couple a des enfants, nos enfants on ne les choisit pas. On ne dit pas, tiens, je vais prendre celui-là. Celui-là, il n'est pas assez bien pour moi. Celui-là, je l'aurais préféré différent. Non. On prend l'enfant que Dieu, qu'Hachem nous donne. Et on décide, parce que c'est ça notre vraie responsabilité, de rendre nos enfants heureux. Et comme par miracle, tout d'un coup, on a décidé qu'on en était capable. Et moi, je viens, je vous tape sur l'épaule et je vous dis, alors, vous voyez que vous en êtes capable? Donc j'étais juste venu vous le rappeler ce soir. Merci d'avoir consacré cette soirée à venir partager ce bonheur avec nous. Je voudrais redonner la parole à David qui va en 2 minutes faire semblant de rajouter quelque chose. Non, je plaisante pas. D'accord? Et Béline Eder, si vous êtes sage, on promet que très, très rapidement, on retentera cette expérience qui, pour nous en tout cas, est véritablement un grand plaisir. C'est un homme qui se promène sur les falaises de Masada et qui glisse et qui tombe et qui se rattrape à une racine qui dépasse de la falaise et qui hurle « Aidez-moi! Aidez-moi! Il y a quelqu'un ?» Et à un moment donné, les nuages s'ouvrent, un haut banc de lumière apparaît et Dieu lui parle. « Mon fils, c'est Hachem. Lâche, lâche, je vais te retenir. » Il y a quelqu'un d'autre? Vous savez, c'est intéressant parce que tout le monde veut aller au paradis, mais personne n'est prêt à mourir. C'est juste important de comprendre que ce que tu disais sur la logique de sacrifice, elle est essentielle. C'est-à-dire que dans le mot sacrifice, il y a le mot sacré. Ça veut dire quoi, le sacrifice? C'est que je vais sacrer mon geste pour devenir qui je dois être. Pour devenir qui je dois être. C'est ça la logique de sacrifice. Et ça veut dire que être heureux, le bonheur, ça ne se fait pas sans engagement, ça ne se fait pas sans erreur, ça ne se fait pas sans y laisser parfois des larmes, parfois de la sueur. Ça veut dire faire des efforts. Mais chaque fois que vous allez faire des efforts, vous deviendrez plus fort. Et c'est ce renforcement qui fera que, quoi qu'il arrive, quels que soient les événements, quelle que soit l'adversité ou les obstacles que vous allez avoir, vous serez stable à l'intérieur. On appelle ça être aligné. Et puis, dernière chose, c'est vrai que le bonheur, c'est quelque chose qu'on va chercher, c'est quelque chose qu'on va produire. Et moi, on m'a vendu cette idée que être heureux, le bonheur, c'est obtenir ce que l'on veut. Mais je sais aujourd'hui que c'est aussi vouloir et désirer ce que l'on a. C'est-à-dire que vous devez savoir qu'il y a plusieurs formes d'émotions et qu'il y en a... D'abord, il y a deux grandes émotions principales. Il n'y en a pas 36, il n'y en a que 2. L'amour et son contraire, la peur. Et que toutes les émotions qu'on va avoir, les sentiments qui vont découler de ça, découlent directement de ces 2 dynamiques-là. D'accord? Ça veut dire aussi que chaque fois que je vais faire quelque chose, posez-vous la question, est-ce que je le fais avec une dynamique d'amour ou est-ce que je le fais avec une dynamique de peur? Je vais m'investir dans ce couple par amour ou parce que j'ai peur que ce couple se délétère? Je vais
m'investir dans mon éducation par amour pour mon enfant ou parce que j'ai peur qu'il tourne mal? Maintenant, je vais vous dire une chose qui génère des angoisses, souvent on les retrouve. Plus vous serez centré sur vos peurs et plus vous les aurez. Distillez de l'amour dans tout ce que vous faites. Et une fois encore, dans chaque domaine, mettez de l'amour. Aimez ce que vous faites, aimez ce que vous vivez. On vous dit bien, Gam Zoulé Tova, tout est pour le bien. À partir du moment où j'intègre cette idée, pas simplement intellectuellement, mais à partir du moment où j'intègre cette idée, les choses sont beaucoup plus faciles. Ça, c'est certain. Et quand je dis le bonheur, ce n'est pas simplement obtenir ce que l'on veut, c'est aussi vouloir et désirer ce que l'on a. L'amour, c'est l'émotion la plus puissante. Juste en dessous, dans la capacité, quand vous êtes dans l'amour, sachez une chose, vos 70 neurotransmetteurs qui génèrent tout le bien-être et l'équilibre de ce que vous êtes sont en train de fonctionner et de se fabriquer, naturellement. Le bonheur, l'amour sont hyper liés, et je vais aller plus loin. L'amour, le bonheur, la santé sont également hyper liés. Parce que quand ces neurotransmetteurs fonctionnent à plein régime et plutôt de bonne aloi, en fait, tous vos défenses immunitaires sont au max et vous n'avez pas de problème de santé. Donc le bonheur, c'est vraiment une condition sine qua non que vous devez rechercher, parfois plus qu'éviter la maladie. Vous savez, un jour, j'ai une copine, plus bio qu'elle, tu meurs. C'est-à-dire que si tu ne manges pas du boulgour, du quinoa bio version la méadrine, c'est pas possible. Et vous savez quoi? Elle a eu un cancer de l'utérus. Et un jour, on me dit, je ne comprends pas. J'ai tout fait dans ma vie pour avoir une hygiène de vie, c'est une ascète. Et elle me dit, regarde, mon mari, il fume, il n'a aucun problème de santé. J'ai dit, mais parce que ton mari, lui, quand il fume, il le fait avec de l'amour. Toi, quand tu manges, tu le fais par peur. Je ne plaisante pas. Tu te nourris bien parce que tu as peur d'être malade. Mais en fait, tu ne fabriques qu'une conscience de malade. Avec une bonne avéra, c'est un kiff. Parfois. Et c'est la raison pour laquelle la gratitude, c'est aussi la clé du bonheur. Sachez apprécier ce que vous avez. Vous savez, on dit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, sauf que quand on va dans le pâturage d'à côté, on se rend compte que de ce point de vue-là, chez nous, c'est quand même pas mal. Ça, c'est certain. Donc, prenez le temps, merci. Prenez vraiment le temps d'apprécier tout ce que vous avez. Chaque moment, ne serait-ce que la première prière que l'on fait le matin, c'est quand même une prière de remerciement et de gratitude. Ça donne le ton. Ça donne le ton de ce que l'on doit faire toute la journée. Soyez en gratitude de ce que vous avez. Et plus vous serez en gratitude de ce que vous avez, plus vous obtiendrez de ce que vous voulez. C'est comme ça que ça marche. Sinon, vous générez de la frustration, et la frustration génère le malaise. Le malaise, l'angoisse, et après, vous êtes dans un schéma perpétuel de mal-être. Aimez ce que vous avez. Quoi que vous ayez, aimez-le. Tu as une voiture qui est pourrie, aime-la, sa voiture. Parce qu'au moins, tu en as une de voiture. Okay ? Et parce que tu vas l'aimer, tu développeras ce qu'il faut pour en avoir une meilleure. C'est comme ça que ça marche. On peut épouser n'importe qui. Donc, on peut épouser n'importe qui. Ça va être mon mot de la fin parce que je sais qu'il est tard maintenant. Je voulais juste vous dire aussi que j'étais très heureux. Très heureux. Très heureux aussi, pourquoi? Parce qu'on a décidé d'implanter un petit moment de pub, je peux ou pas? Petit moment de pub, on a décidé d'implanter mon école de coaching. On va former des coachs professionnels en ERETS, en français, pour les francophones. Et ça, c'est important parce que nos communautés aussi ont besoin de personnes qui les accompagnent psychologiquement avec une autre approche de la psychologie. Et sachez que tous ces projets me rendent très heureux. Voilà, je suis très heureux d'être là et j'espère que vous êtes assez bonne soirée. Merci beaucoup.